par physique quantique, tout à mon ignorance, je désigne des procédures d'observation dont le phénomène lui-même est tributaire. On est d'accord? Disons que par physique quantique, nous désignons ce qui, quand on l'observe, le fait d'observer, voilà, la structure générale d'une observation qui altère et affecte le phénomène observé. On ne peut pas dissocier le phénomène des procédures mises en œuvre pour l'observer. Bon. Tout l'enjeu d'une philosophie de l'immanence, une philosophie de l'immanence est une philosophie où l'homme n'a pas sa part. C'est une philosophie qui n'est pas faite pour l'homme en tout cas, qui est faite par lui, mais qui n'est pas faite pour lui. C'est une philosophie déshumanisante. C'est-à-dire c'est une philosophie qui décentre l'homme. C'est une philosophie qui dépouille le monde de tout ce que l'homme y a déposé pour accepter d'y vivre. Donc une philosophie de l'immanence est une philosophie qui nous apprend à regarder le monde tel qu'il est quand on ne le regarde pas. C'est pour ça que Rosset aime beaucoup Sartre. Il aime beaucoup Sartre, mais le Sartre de la première façon, c'est-à-dire le Sartre de la nausée, par exemple. Le Sartre de la nausée, Roquentin, le héros de la nausée, décrit souvent le monde tel qu'il est quand il n'est pas là. Non pas parce qu'il ne le voit pas, mais parce qu'il est devenu un observateur invisible. Donc il décrit le garçon de café qui s'endort, par exemple, le premier garçon de café sartrien, qui s'endort, qui pique du nez quand plus personne ne le regarde. Parce que lui voit à quoi ressemble le monde quand plus personne ne le regarde. Donc il y a, à mon avis, une tentation, une tentative d'aller au-delà de cette relation, du registre de la relation, de sortir de la relation, au fond. Sortir de la relation, c'est-à-dire regarder les choses, non plus comme des phénomènes pour moi, mais comme des phénomènes séparément de moi. Entreprise qui est le propre de la recherche du temps perdu, aussi. Et ce que Proust appelle le temps retrouvé, justement. Mais ça nous emmènerait trop loin. Mais la musique trouve toute sa part là-dedans, dans la mesure où la jubilation musicale a ceci de jubilatoire justement qu'elle nous renseigne, qu'elle ne nous dit rien, qu'elle ne nous parle pas, elle ne parle pas la langue des hommes. Donc, c'est en cela qu'elle est si précise quant au réel. Elle ne parle pas la langue des hommes, c'est-à-dire c'est une langue qui n'est pas brouillée, opacifiée par la quête d'un sens ou le besoin d'avoir un sens. En cela, la musique parle au cœur. La musique aussi, du point de vue de Leibniz, je sais que Rosset était sensible à ce modèle-là. La musique est une façon de faire des équations, mais de façon intuitive, au fond. Celui qui compose fait des équations de façon intuitive. L'enjeu de la musique, c'est celui d'une science intuitive. C'est-à-dire, en quoi est-ce que la musique est un gain de connaissance, une augmentation du savoir, et dans quelle mesure, en même temps, cette augmentation du savoir ne relève pas des catégories de la raison, mais relève de l'intuition. C'est-à-dire, c'est une telle fulgurance, la musique, ça va encore plus vite que la littérature, encore plus vite que la poésie, c'est une telle fulgurance que nous n'avons ni le souvenir des procédures implicitement mises en œuvre pour accéder au savoir qu'elle nous promet, ni les mots pour décrire après coup le savoir qu'elle nous a offert. Reste qu'on est beaucoup plus savant, en un sens, après avoir entendu un morceau de musique, qu'avant son écoute. Donc, je ne sais pas si le prisme de la raison est encore adéquat pour désigner cela. Ce qui est sûr, c'est que c'est un gain de connaissance qui se passe de mots. Et j'en viens à Sohrawardi. Il y a deux choses sur Sohrawardi. Sohrawardi est un philosophe de la lumière. C'est un penseur de la lumière, de l'épiphanie. Rosset aussi. C'est un penseur de l'apparition. L'espèce de néoplatonisme perse, si vous voulez, de Sohrawardi, fait de lui un penseur de la lumière. Un penseur de ce qui apparaît, de la lumière possible. Je suis mauvais lecteur de Sohrawardi, donc je parle sous votre contrôle, mais c'est un penseur de la lumière. Et il y a chez Rosset l'idée d'une épiphanie, d'une apparition. Regardez le monde comme s'il apparaissait. L'éducation sentimentale, ce fut comme une apparition. Madame Arnould, c'est une femme dont la silhouette se découpe sur le fond bleu du ciel. C'est tout. Mais l'auteur est capable d'y voir une apparition, ou d'y voir comme une apparition. Il y a une ambition commune à tous ces penseurs de la lumière, ces penseurs de l'apparition, de l'épiphanie, ces penseurs de l'éternité de l'instant, ou de l'expérience que nous faisons dans l'instant de l'éternité dont nous sommes par ailleurs capables. Donc oui, bien sûr. Mais il y a une autre dimension, à mon avis importante, c'est l'idée que, au fond, du point de vue de Rosset, ça c'est très intéressant, je finirai là-dessus. C'est la grande question métaphysique. Hein. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Alors on pourrait se dire, en un sens, c'est une question typiquement rossettienne, parce que c'est une question qui revient à s'étonner de ce qui est. Et en même temps, c'est un faux problème aux yeux de Rosset, parce qu'il a lu Bergson, qui lui-même en fait un faux problème, parce que c'est une question qui demande pourquoi. En d'autres termes, c'est une question qui sous-entend
qu'avant qu'il n'y ait quelque chose, il n'y avait rien. Or, dit Rosset, c'est une représentation fautive, humaine des choses. C'est une façon que nous avons de traduire les objets de notre perception dans la langue de notre attente. Les humains, souvent, voyant, étant déçus par exemple dans l'attente qui est la leur, disent « il n'y a rien ». Or, ils n'ont pas vu rien, ils ont vu quelque chose qu'ils n'attendaient pas, ou ils n'ont pas vu la chose qu'ils attendaient. Quand on ne voit pas le truc auquel on s'attend, on dit « il n'y a rien ». Bon, ce qui est une erreur. Vous cherchez des vers, vous tombez sur de la prose, c'est l'exemple de Bergson, vous dites « il n'y a rien ». Non, vous n'avez pas vu une absence de prose. Vous avez vu des vers, vous avez vu quelque chose, mais vous avez traduit dans la langue de votre attente les données de votre perception. Et en fait, la question « pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ?» n'est que l'extension au monde entier de cette disposition trop humaine de l'esprit, de cette façon qu'a l'homme de prendre ses désirs pour des réalités, et donc d'interpréter en termes de néant ce qui ne correspond pas à l'attente qui est la sienne, et par là même de poser une question qui n'est qu'une question humaine, la question du « pourquoi ?» mais qui ne nous renseigne pas sur le monde, et qui, si elle ne trouve pas ultimement de réponse, ou d'autres réponses qu'un Dieu arbitraire ou qu'un parce que sans pourquoi possible, cette question-là ne trouve pas d'autre réponse que celle-là, précisément parce que c'est une question humaine. C'est une question qui n'est pas adéquate au monde. C'est une question qui ne s'applique pas au monde. C'est une mauvaise question. C'est une mauvaise question. Écoutez, un philosophe qui fait du pourquoi une mauvaise question, c'est bon à prendre, non? Bon, on s'arrête là-dessus. Je vous remercie en tout cas de vos questions.